On se retrouve pour la troisième étape de la préparation de ce petit plateau, le fameux plateau 30 par 30 de Fantasy Arcade. L'enduit est sec, poncé, etc. Là, je vais commencer par la première couche de verre. Je mettrai une deuxième couche, très certainement. Un peu de gris très foncé pour la roche. Et une fois tout sec, on passera au flocage. Voilà. Je passe en accéléré pour la peinture. Surtout, il est de très grande taille, puisqu'on estime aux alentours de 25 mètres de longueur. Ce qui n'est pas rien, même si c'est grandement aidé par ce qui fait qu'il est connu aussi, la morphologie typique des sauropodes, avec un gros corps, un haut cou et une toute petite tête, et surtout une longue queue qui, chez les diplodocidés, est une de leurs principales caractéristiques, puisque chez eux, elle peut carrément faire plus de la moitié de la taille de l'animal. Morphologie qui est très chiante d'ailleurs quand on veut dessiner ce genre de vidéo, parce que niveau perspective, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Alors là, il y a deux trucs qui nous intéressaient avec le cas du Diplodocus. La première, c'est qu'on a déjà retrouvé des empreintes de peau fossilisées de Diplodocus et qu'on pensait que ça allait être des écailles. Et contre toute attente, c'était des écailles. J'ai tenté un truc. Oui, rien de bien exceptionnel, on s'attendait bien à ce qu'il y ait une peau écailleuse, parce que par exemple, on a retrouvé ça, une patte avant de Barosaure, un sauropode plus ou moins proche qui vivait en même temps que le Diplodocus, et ça serait la peau de son coude. Donc avec tout ça, là aussi on peut se dire que les Diplodocus et ceux qui étaient proches étaient majoritairement écailleux. Mais j'en profite aussi pour vous dire un autre truc à propos de lui. Alors je m'intéresse à la paléontologie depuis très très jeune et du coup je vois un petit peu en temps réel notre vision de ces animaux qui est en train d'évoluer au fil du temps avec des représentations de plus en plus réalistes. Et j'avais remarqué un truc à propos de notre cher Diplodocus. Tout comme le spinosaure dont j'ai déjà parlé ou le stégosaure il y a peu, son image a évolué au fil des découvertes. Et d'un animal avec les pattes sur les côtés, à la queue tombante vivant dans les marécages, du peau éléphantesque, un dos parfaitement lisse, rond et un cou très relevé jusque dans les années 80-90, on est passé à ça en 2000. Des diplodocus colorés, écailleux, avec une posture plus horizontale que verticale, même si ça d'ailleurs c'est plus trop d'actualité, parce qu'ils pouvaient monter leur cou plus haut que ça apparemment. Et donc difficile de leur en vouloir parce qu'entre le temps où le film avait commencé à être tourné et quand il est sorti, il y a pas mal de choses qui avaient déjà changé entre les deux. Et surtout, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est son dos avec cette rangée de pics du plus bel effet. Et depuis, eh bien, il est toujours représenté comme ça. Et je me suis dit que ça ne devait pas être un délire d'artiste. Et j'avais raison, ça vient bien d'une étude de 1992 qui décrit des structures, enfin des fragments en tout cas de structures de kératine en forme de pic pas très haut et comprimés latéralement. Un peu comme on peut le voir aujourd'hui chez les iguanes par exemple. Ce qui donne maintenant des représentations de Diplodocus un peu plus piquantes, moins lisses et plus colorées en adéquation avec les découvertes et les analyses faites depuis les années 70 et ce qu'on en déduit. J'ai un peu vu ça aussi sur certains hadrosaures où au début on les voyait avec un dos lisse et parfaitement rond là, et maintenant ils sont plus carrés avec, alors pas vraiment des pics, mais c'est de crénures comme ça, et en fait ça vient des fossiles, des momies en tout cas d'hadrosaures super bien préservés qu'on a retrouvés récemment. On peut voir ça par exemple sur l'Edmontosaure dans Jurassic World Evolution où il est assez mastoc avec de toutes petites écailles, un dos crénelé, un bec de kératine et des couleurs plus vives que ce qu'on imaginait avant. Bon, le jeu est pas terrible mais au moins on peut le reconnaître ça. Et d'ailleurs les recherches pour cette vidéo m'ont aussi permis de savoir pourquoi on commence à voir des représentations de dinosaures du style Apatosaure ou Alamosaure de ce genre avec, vous voyez, un cou très large en forme de Toblerone un peu avec même parfois des pointes vers le bas. Et ça vient d'une étude des cervicales de ces bestioles qui a une forme bien particulière et qui pourrait peut-être avoir un rôle dans la thermorégulation et les combats entre mâles. Hypothèse intéressante qui donne aussi des idées un peu bizarres à certains. Oui, on dirait bel et bien un mix entre un dinosaure et Jar Jar Binks. Les sauropodes, c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que je me dis qu'il n'y a pas assez de différence entre chaque espèce pour que ça soit intéressant, mais là, avec ça, vous avez vu qu'en fait, au final, ils sont plus intéressants et plus diversifiés qu'on ne pourrait croire à première vue. Et pour revenir au sujet de la vidéo, on voit encore une fois que c'est que de l'écaille, et même si on remonte le temps encore bien plus loin, quand ils n'étaient pas encore quadrupèdes et énormes et qui ressemblaient plutôt à ça, on n'a rien trouvé qui contredirait le fait qu'ils étaient majoritairement écailleux. Mais ça pourrait s'expliquer avec un phénomène très simple, la gigantothermie. Alors du coup, ça pourrait rentrer dans le cadre d'une autre vidéo sur une question que je vois souvent, est-ce que les dinosaures avaient le sang chaud ou le sang froid? Sauf que comme pour les plumes et les écailles, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Et ça va devenir le nouveau slogan de ma chaîne, je crois. Mais sur certains points, les deux questions sont liées. Alors pour simplifier alors, à quoi peut servir une écaille? Alors tout d'abord à se protéger, ça on est d'accord. Et du coup, à quoi pourrait servir une plume? Alors quand on pense à une plume maintenant, on pense au vol, les oiseaux, sauf que en fait la plume n'est pas apparue pour ça, c'est juste qu'elle a été sélectionnée par l'évolution et du coup ça a permis à certains dinosaures de voler et on connaît la suite.
Maintenant, si on remonte plus loin, la plume dérivée de l'écaille, eh bien, on dit qu'elle avait une autre fonction qu'on voit encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, celle de garder la chaleur corporelle de l'animal. En gros, pour faire simple, même si c'est pas le cas, il y a différents métabolismes qui permettent à un être vivant de produire sa propre chaleur et donc de vivre. Les deux principaux qu'on connaît tous, c'est le sang chaud, style mammifère ou oiseau, où on a besoin de beaucoup manger pour rester actif, au contraire des sangs froids, alias les reptiles, qui eux ont besoin de beaucoup moins de ressources, mais qui du coup dépendent de la chaleur de leur environnement. En gros, c'est comme des batteries solaires, Bon, c'est très vite fait résumé, mais c'est pour ça qu'une tortue peut rester des semaines et des semaines sans manger, alors qu'une souris, ça va être quelques jours, grand maximum. De même qui vit des centaines d'années en économisant son énergie, alors que l'autre est hyperactive et ne vit que 1 ou 2 ans, grand maximum. Du coup, moralité, pour vivre longtemps, soyez feignants. La chance de vivre vieux, Bon, bref, bien évidemment, il y a bien plus de métabolisme que ça dans la nature, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Dont l'acidose thermique qui pourrait se résumer en plus t'es gros, plus t'as chaud. Alors ça prend plein de formes chez certaines espèces, mais là, celle qui nous intéressait, ça va être la tortue lutte et les éléphants. La tortue lutte, qui par sa taille arrive à produire sa propre chaleur, en même temps, une tortue lutte, c'est en moyenne 2 mètres d'envergure pour 400 kg, plus sa couleur foncée, ça fait pas mal de choses pour bien capter la chaleur du soleil. Mais en gros, elle dépend quand même de la température de son environnement, mais peut en quelque sorte la stocker et du coup être plus chaude que les eaux dans lesquelles elle navigue. C'est pour ça que c'est la seule tortue qu'on peut retrouver dans les eaux arctiques, ce qui fait donc d'elle le reptile avec la plus grande répartition géographique, puisque les autres tortues marines, elles restent cloisonnées au niveau des eaux chaudes tropicales. Et ce qui fait donc de la tortue lutte un reptile qui n'a pas vraiment de sang-froid et qui peut créer sa propre chaleur. Et les éléphants sont intéressants. La première couche est sèche, je passerai une deuxième couche hors caméra et je viendrai avec du marron foncé tracer la place du village, quelques chemins et peindre le rocher en gris également à ce moment-là. Voilà, on se retrouve pour la prochaine étape. Le plateau est, pour ainsi dire, prêt, peint et texturé. Je vais faire un petit brossage à sec de blanc là-dessus. Et une fois tout ça sec et la texture mise, l'herbe statique mise, je ferai un petit lavis, genre 2-3 petites retouches, mais ça sera hors caméra. Et ben, je vais faire ça tout de suite devant vous et on fera un petit focus à la fin de la peinture. Un petit pot, enfin un pot, oui, un petit récipient. De la colle à bois, basique. Et un peu d'eau. Alors il faut que j'aille attraper mon eau. Je reviens.
Et c'est ce qui se passe quand on tape dans la caméra, elle bouge. Ça, c'est mes pipettes à eau. On sert autant pour la peinture sur figurine que pour le bricolage. Enfin, le bricolage de décor. C'est des pots de sauce. Je sais plus quelle marque c'est. J'en ai 2. Et je vous avoue que faudrait que j'en retrouve d'autres. Parce que c'est super pratique. Ça se ferme. Voilà, c'est pas mal. Donc là, la colle à bois, il me faut mon pinceau que j'ai mis. Hop. Un pinceau qui vaut plus rien. Ça tombe bien, il y a du verre. Ça se verra pas. Hop. Pour le mélange, j'y vais à l'œil. Je vais travailler avec une peinture. Une colle diluée, mais pas trop quand même. Il faudrait pas qu'elle sèche trop vite. Je vais clairement pas en avoir assez. Mais je le ferai en 2 fois. Et là, je viens badigeonner. Voilà. Et comme il y a de l'enduit en dessous, je pense que ça va absorber un peu la colle. Hop, je badigeonne. Je fais au plus vite. Forcément, les mains sont devant. Voilà. Et on badigeonne. Bon, le plateau sera quand même relativement simple. Ça sera une grande zone verte. Pour commencer, je viendrai peut-être par la suite avec de la peinture ou du lavis, entre guillemets. Un lavis fait maison pour les décors. Pour venir faire une zone de chemin, etc. Je pense. Ou, je fais des bêtises. Ou je prends mon courage à deux mains et je vais tout de suite chercher mon herbe statique. Enfin, mon flocage marron. C'est juste de la poudre de liège. C'est la poudre de liège, tout simplement. Je vais vous montrer après. Et ben, en fait, j'ai été mauvaise langue. J'ai assez de colle. Hop. Et j'en ai peut-être même un peu trop. Bon. Pardon. Le temps qu'elle s'étale un petit peu, je vais reprendre juste après. Allez, on reprend. Bon, ça c'est pas réagi comme je voulais. C'est pas grave, ça va le faire. Je vais commencer par fermer ça. Ah, punaise, on est plein les mains. Rétaler ça un petit peu sur les bords, comme il faut. Pas que je traîne de trop, parce que sinon j'ai peur que ça colle pas. De toute façon, je vais remplir abondamment le plateau. Est-ce que je fais un chemin? Voilà, c'est de la poudre de liège. C'est avec ça que doit être fait le flocage. C'est ce qui me reste en stock. Mais j'en ai plusieurs de teintes vertes. Donc je réfléchis. Allez, je vais tout badigeonner de vert, c'est beaucoup plus simple. Et là, je viens. J'essaie de pas en mettre de trop quand même. Parce qu'après, il va falloir la récupérer. Voilà. Donc c'est moi qui l'avais fait ce flocage là avec la fameuse poudre de liège. En faisant une grosse soupe de peinture verte diluée. Et j'avais mélangé avec la poudre de liège brute. Laissé sécher plusieurs jours sur du papier journal, je crois. Ou un carton, je ne sais plus. Je vous avoue, je sais plus. Et en la remuant régulièrement pour casser les grumeaux. Et après, il a fallu casser tous les grumeaux, parce qu'il y avait plein de petits grumeaux. Enfin, plein de grumeaux comme ça. Mais des gros, des petits. Et j'ai passé beaucoup de temps à les broyer. Alors, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai fait ça à la main. Ou j'avais peut-être pris J'avais passé au tamis. Et après, j'avais pris peut-être le truc à soupe. Le petit mixeur à soupe plongeant. Donc voilà. Je remets un petit peu de poudre ici.
Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Je referai quelques photos pour la fin de la vidéo. Une fois terminé, je vais m'empresser de sous-coucher les décors, même si j'ai pas spécialement le temps de peindre en ce moment ce genre de choses, mais il faut que je le fasse. Il y a un ado qui attend de jouer avec son popo. Voilà, voilà. Bon allez, à plus pour une prochaine vidéo. Voilà donc ce que ça donne une fois l'herbe, le flocage collé. Il ne me reste plus qu'à d'asperger de colle à bois et d'eau pour bien fixer le flocage, remettre quelques petites touffes ici et là, enfin quelques petites touffes façon de parler. Il y a des petits ratés, quelques tas de flocage. Améliorer la zone autour du rocher. Ça va un petit peu de gravier, salir tout ça. Le plateau restera vert dans l'ensemble. Pas trop m'embêter. Et du coup, il me restera tous les décors à peindre. Mais ce sera ça pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Ça sera très très sympa. Bon, et en voyant les décors, je vais peut-être quand même mettre... Oh, je sais pas en fait, si je vais faire des... Au pire, mettez en commentaire si ça vaut le coup que j'essaie de, une fois sec, faire un petit brossage un peu marron pour une zone de chemin et de terre. Bon, je vais mettre quelques petites figurines. Non, ça c'est les rochers. Eh bien, je n'ai pas les figurines sous la main. Et voilà qui est plutôt joli comme tout. Et cette échelle de décor en plus me donne idée pour d'autres projets qui seront sur la chaîne prochainement. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Prochaine vidéo sur une vidéo sur la peinture des figurines pour commencer. Je me garde les décors pour la fin. Voilà, voilà. À bientôt, ciao tout le monde.